Alors, qu'est-ce que la déclassification? Je ne vais pas vous expliquer en soi ce qu'est la procédure de déclassification. En revanche, je vais parler de ce qu'elle implique en réalité. S'il y a déclassification, ça veut dire qu'il y a eu intérêt pour le sujet. Intérêt qui, pour le commun des mortels, est souvent sujet de rigolade. Hein. Cela fait plutôt partie du folklore, ce que l'on peut aisément comprendre, puisque très tôt, il y a eu le rassemblement entre l'observation d'objets volants non identifiés et la culture pop, science-fiction des petits hommes verts. Donc maintenant, qui dit ovni dit petit martien. Ce qui peut s'entendre, évidemment, mais en réalité, les deux sujets sont bien distincts. Donc on va plutôt se pencher sur l'observation d'objets volants non identifiés. Et le nom d'objet volant non identifié, on n'emploie pas le nom de soucoupe volante qui a été bien évidemment médiatisé depuis 1947 et les observations de Kenneth Arnold. Non, objet volant non identifié, cela veut dire qu'il y a un objet qui vole dans le ciel et l'on ne sait pas ce que c'est exactement. Donc la déclassification, elle nous dit en réalité, nous avons fait des observations, nous, gouvernement, notamment à travers des observations militaires, et nous aussi, nous avons pu constater qu'il y a des objets volants que nous ne pouvons pas identifier à l'heure actuelle. Identification, évidemment, qu'ils ne peuvent pas faire ou qu'ils ont peut-être fait et qui taisent l'origine. Ça, après, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais sur UFO Activities, on reste évidemment sur le factuel. Donc le factuel dit, effectivement, il y a des objets volants non identifiés. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la question OVNI, en plus des rapports que je vais simplement citer, hein, on les connaît maintenant, les rapports américains, les projets SIGN, les projets Grudge, les projets Blue Book, hein, tout cela fait partie des connaissances de base de tout ufologue et passionné d'ufologie. Moi, je vais essayer de rentrer plus loin. Je vais aller dans des documents que pas forcément tout le monde a à connaissance. On va prendre déjà le cas des États-Unis. Il faut savoir qu'il y a un document qui s'appelle le Air Force Regulation, numéro 200-2, et son titre, c'est quoi? Intelligence Unidentified Flying Object, UFO. Ce document n'est pas récent. Il date quand même du 6 février 1958. Donc on voit déjà que l'Air Force s'y intéresse depuis les années 50. Deuxième document qui va nous intéresser, et celui-là il est encore plus méconnu que le premier, c'est un accord qui a été fait entre l'URSS et les États-Unis lors de la guerre froide. Donc déjà en place un certain contexte. Ce document s'appelle, alors je le traduis en français, Accord relatif à certaines mesures destinées à réduire le risque de déclenchement d'une guerre nucléaire. Jusque-là, rien d'anormal et rien à voir avec l'ufologie. Sauf que, dans son article 3, et je vais prendre l'article tel qu'il a été traduit, les parties s'engagent à se notifier mutuellement immédiatement en cas de détection par les systèmes d'alerte aux missiles d'objets non identifiés. Donc, je vous rappelle, on est le 5 janvier 1972 en pleine guerre froide. 1972, c'est quelques années après le fameux incident de Malmstrom qui était en mars 1967. Incident de Malmstrom, je vous le rappelle, c'est une observation d'objets volants non identifiés sur une base militaire où il y a des missiles à tête nucléaire et où les missiles ont été mis en état de no-go, c'est-à-dire impossible d'envoyer les missiles. L'objet volant non identifié serait à l'origine de cette mise hors d'état des lancements de missiles. Donc 5 ans après, il y a ce fameux traité. Il est dit qu'il y a eu un autre incident qui est à l'inverse de celui de 1967. Cette fois-ci, l'objet volant aurait mis à feu les têtes et elles étaient en processus de déclenchement. Donc,
Imaginez-vous, pleine guerre froide, un missile qui part sans volonté vers du coup le bloc soviétique, et là évidemment ça aurait pu déclencher un conflit nucléaire, alors que aucune volonté initiale n'aurait été vraiment émise de la part d'un des deux gouvernements. Donc 1958 l'Air Force, 1972 cet accord en pleine guerre froide. Un peu plus tard, on vient là dans nos époques, 2021, le 25 juin 2021, il y a un rapport officiel de l'ODANI, je vous laisserai regarder ce qu'est l'ODANI, sur les, je cite, Unidentified Aerial Phenomena. Donc là, on voit encore qu'en 2021, aux États-Unis, il y a encore une littérature administrative sur les observations et sur la prise en compte des objets volants non identifiés. Donc ça, c'est pour le côté américain. Et bien évidemment, à juste titre, souvent, on a des détracteurs qui disent « cela ne se passe qu'aux États-Unis ». Oui, majoritairement, ce sont les États-Unis. Autre loi dont j'allais oublier de vous parler et qui est peut-être même la plus intéressante, c'est une loi de 1969 qui n'est pas réellement en soi une loi, mais qui est plutôt un règlement pris par la NASA, tout simplement, et qui s'appelle Loi sur l'exposition à la vie extraterrestre. C'était une loi qui est quand même restée en vigueur de 69 à 91 et qui prévoyait que une personne qui avait été en contact avec de la vie extraterrestre pouvait être mis en quarantaine. Il me semble qu'il y avait aussi une potentielle amende, et cette quarantaine en plus pouvait être prise pour une durée qui était non fixe. En fait, elle était sujette à la volonté de la personne qui demandait cette quarantaine finalement. Donc c'était une loi, un règlement qui était quand même très répressif et en plus très vague, parce que on ne parlait pas d'exposition franche. De mémoire, cette exposition, elle pouvait juste être probable. Donc sur une détermination probable, on pouvait mettre quelqu'un en quarantaine parce qu'on pensait qu'il avait été en contact avec de la vie extraterrestre. Et par vie extraterrestre, là encore, c'était assez grand dans les possibilités, puisque était considéré comme vie extraterrestre toute matière, être vivant, matière vivante, objet qui avait été en dehors de l'atmosphère. Et de même, par exposition, ça pouvait être simplement le contact par une personne, un être vivant ou une matière qui avait été en contact par ce que j'ai cité précédemment, donc par un être vivant, une matière, un objet qui était en dehors de l'atmosphère. Donc vous voyez, le simple fait de ramasser une météorite ou un boulon d'une fusée ou d'une navette spatiale aurait pu aller jusqu'à une quarantaine, dont le nombre de jours était arbitraire, avec évidemment des gardes armés, etc. Et cette loi, comme je vous l'ai dit, a été abrogée en 1991, puisqu'elle ne correspondait plus avec l'esprit du moment de la NASA. NASA qui avait pris ce règlement pour montrer qu'elle était là pour défendre la Terre vis-à-vis de la vie extraterrestre. Plus proche de nous, on va prendre dans l'Union européenne la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, en 1976, le 18 janvier 1976, il y a eu déjà un débat au niveau de, je cite, la House of Lords, donc sur la question ufologie. Des observations étaient multiples et du coup, les lords ont débattu sur cette question et sur la prise en compte sur la défense nationale. En France maintenant, donc chez nous, on peut citer déjà le socle de tout ufologue français ou de tout passionné d'ufologie français, le rapport Cometa.
qui, je vous le rappelle, en 1999, ce rapport Cometa a été rendu en main propre à Lionel Jospin, qui était à l'époque Premier ministre. Donc déjà, on voit que la législation française, le gouvernement français, s'est penché dessus. Il y a aussi, au niveau de la gendarmerie nationale, et ça c'est consultable sur le site du gouvernement, une procédure relative à la prise en compte des témoignages d'observation d'objets volants non identifiés. C'est-à-dire que les gendarmes, lorsqu'ils reçoivent ces témoignages, ont une procédure spécifique pour commencer à savoir si la personne qui a observé est plutôt fiable ou non fiable. Donc on voit que déjà, dans la gendarmerie nationale, on prend aussi en compte la question OVNI. Et puis, il faut savoir, et ça s'est passé assez inaperçu, l'année dernière, il y a eu une pétition de fait pour, je cite le titre de la pétition, pétition pour la divulgation des connaissances sur les ovnis, PAN et intelligence non humaine. Donc, il y a une pétition en cours, je vous mettrai le lien, où on souhaite en fait plus de déclassification de l'État français sur ces questions. Donc on a parlé des États-Unis, on a parlé du Royaume-Uni, Grande-Bretagne, on a parlé de la France. Il y a bien d'autres pays qui ont déclassifié. Le Brésil, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie aussi. L'Australie est un cas un petit peu à part, puisque depuis les années 90, de mémoire 1993, ils n'ont plus souhaité se pencher sur la question OVNI. Ils ont délégué ça à des associations privées. Donc le gouvernement ne s'en mêle plus. Il y a aussi la Chine, le Japon, la Russie, mais le bloc russe et Chine, Japon sont très discrets sur ces documents. Ils laissent fuiter quelques informations au compte-gouttes, mais ils sont très réticents à se pencher officiellement sur la question, même si l'on sait qu'il y a des groupes scientifiques qui travaillent dessus dans ces pays. Et ça, on en est certain. Maintenant, est-ce que le gouvernement le prend en compte ou pas? Les indices sont vraiment au compte-gouttes. Donc, on peut conclure que la déclassification, en fait, met en avant une question qui est prise sérieusement en compte par les gouvernements.